Et avant toute chose, un peu de contexte. Thomas, c'est quoi exactement la régénération? Alors la régénération, c'est sans doute le nouvel impératif de transformation du monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que déjà la régénération, c'est un formidable potentiel qui nous vient du monde agricole. Ce monde agricole qui, on l'a vu récemment, passe par des diverses crises et donc a besoin de se réinventer, a besoin de repenser son rapport au vivant dont il dépend pleinement. Alors l'objectif essentiel de la régénération, c'est de sortir d'une logique extractive, d'une logique de réduction des impacts négatifs. Par exemple, je réduis les intrants chimiques en ayant malgré tout des conséquences négatives sur la biodiversité ou de leur neutralisation, pour tendre vers la génération d'impacts positifs sur les écosystèmes dont j'ai besoin et dont je dépends par mon activité. Alors, appliqué au monde de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut nécessairement repenser son rapport aux parties prenantes, son rapport au territoire, et c'est créer les conditions pour que ces entreprises permettent aux écosystèmes de cohabiter avec elles d'une manière efficace, d'une manière pérenne, d'une manière durable, ce qui va contribuer à leur pérennité à elles-mêmes, puisqu'elles ont besoin de ressources pour réaliser leurs activités. Ça impose de sortir d'une logique très nombriliste, historique de l'entreprise qui se pense par rapport à ses parties prenantes pour s'intégrer dans un écosystème comme un membre constitutif de cet écosystème et donc changer son rapport à toutes celles et ceux qui lui permettent de réaliser son activité. En ces temps de dépassement de limites planétaires, hein, de différentes catastrophes, alors qu'on qualifie de naturelles, mais qui le sont peut-être pas tant que ça, il est clair que la machine s'emballe et que les entreprises sont mises à mal dans leurs modèles économiques, dans leurs modèles d'utilisation des ressources, et donc ont besoin de repenser leur rapport à ces ressources. La régénération devient donc sans doute un formidable outil pour les aider à se réinventer et donc à prospérer. C'est donc un potentiel énorme d'ailleurs qui peut se transposer pas tant qu'aux ressources, mais la régénération peut être aussi sociale, culturelle, organisationnelle, capitalistique. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a énormément d'initiatives de nature très différente qui émergent. Depuis 30 ans, le monde économique a assez largement prouvé son incapacité à se réformer suffisamment pour repenser son rapport au vivant, pour cesser de dégénérer, de dégrader les ressources dont il dépend et donc notamment aussi favoriser une répartition équitable des richesses. Voilà pourquoi aujourd'hui de multiples initiatives émergent, existent en s'appuyant sur la régénération pour, je pense, donner un nouveau souffle à l'engagement sociétal des entreprises et les aider à se pérenniser. Chaque mois, chaque année qui passe, les situations se dégradent. 2023 aura été l'année la plus chaude, historiquement d'ailleurs reconnue comme ayant dépassé plusieurs records autour des chaleurs, des inondations, des incendies dans les forêts. Sans vouloir être trop alarmiste, il y a quand même un sacré sujet pour les entreprises qui vont dépendre de ces situations-là et vont finir par avoir des modèles économiques qui seront trop mis à mal. Je pense par exemple à ces chiffres qu'on a pu voir récemment sur les défaillances des entreprises en France sur les 2 dernières années qui ont doublé. Peut-être qu'on peut y voir une forme de conséquence à tout cela, en tout cas un signal qui montre bien une manifestation que le manque de résilience des entreprises va les faire courir à leur perte. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de cesser de placer Mmh. l'argent avant le vivant? Donc peut-être, se retourner vers, nos invités et leur demander, peut-être des exemples d'entreprises qui ont réussi à intégrer des pratiques de régénération. Qui veut commencer? Oh, il y en a plein. Alors, il y a aucune entreprise qui est vraiment régénérative, notamment, Mmh. c'est d'autant plus compliqué pour les entreprises qui sont pas sur les secteurs de vivant. Pour l'agriculture, c'est plus à la portée. Quand vous fabriquez des lave-linges, c'est compliqué d'être régénératif. Mais c'est plutôt des pratiques qu'on voit évoluer. Et ce qui est important aussi dans le concept de régénératif, c'est aussi une façon de faire différente. En tout cas, je pense que c'est pas un concept qui doit créer des maux de tête chez les gens qui nous écoutent. C'est pas un concept de plus. C'est d'abord l'expérience d'une façon de faire différente. Et donc, ce dont je peux témoigner moi, en tant que patron d'AXA Climate, c'est pour moi le régénératif, c'est d'abord une façon de faire qui s'inspire du vivant. Si je fais le lien avec, parce qu'on en reste quand même des assureurs chez AXA Climate, une des grandes conditions de viabilité, d'assurabilité, du fait qu'on puisse rester habitable et viable dans nos territoires, c'est de s'adapter à des risques qui sont de plus en plus nombreux qui nous entourent. Et si on continue à avoir des organisations qui sont conçues comme des machines, de manière très cartésienne, une machine, ça casse, mais ça ne s'adapte pas. Et donc, ce qu'on dit à travers le régénératif, nous, depuis la position qui est la nôtre, c'est-à-dire au cœur du système et du système assurantiel, c'est de dire une organisation doit se remettre en vie et donc se réinspirer du vivant. En l'occurrence, je donne souvent l'exemple de la forêt, mais faire vivre des principes qui sont assez orthogonaux à nos façons de faire, qui sont des principes de singularité, des principes de sous-optimalité, qui sont le propre du vivant et dont on n'a pas l'habitude dans nos entreprises. Et donc, c'est ce changement de paradigme qu'on a envie d'envoyer comme signal, en sachant qu'une entreprise qui se remet en vie, qui se remet en condition de vie, est une entreprise qui est de fait plus résiliente et qui va mieux s'adapter demain. Et donc, un des exemples que je prends souvent, c'est l'exemple du risque climatique physique,
qui est une vraie réalité maintenant. On en parle de plus en plus dans nos territoires, la sécheresse, les vagues de chaleur. La réalité, c'est qu'en fonction de quelques kilomètres près, les réalités sont hyper différentes. C'est hyper local. Et donc, si on garde notre esprit cartésien de planification où depuis Paris, on organise l'adaptation de nos territoires, on n'y arrivera pas. Et donc, on n'a pas d'autre choix pour lancer l'entreprise vers le régénératif, de faire le choix de développer les personnes sur le terrain, donc la formation, pour que chacune des personnes, des hommes et des femmes sur le terrain, sur nos territoires, trouve les solutions d'adaptation locales, parce qu'une bassine de rétention peut tout à fait avoir du sens dans un département et pas dans le département voisin. Et donc le régénératif, c'est aussi un réatterrissage des entreprises dans les territoires et accepter que les choses soient singulières et que les façons de faire aussi soient singulières et ancrées. Oui. Alors, une autre façon de l'expliquer, c'est il faut tendre vers ce qu'on appelle le zéro impact sur les écosystèmes. Et parce que le régénératif, c'est d'arriver à démontrer qu'on ne creuse pas, on continue pas de creuser la tombe dans laquelle on va tomber si on continue comme ça. Et la façon de comprendre ça, c'est il faut sortir de l'extractivisme, ça a été dit, qui consiste en fait à aller chercher des matières premières pour les transformer, pour fabriquer des produits qu'on va vendre, etc. Et cette quête permanente de matières premières nouvelles pour alimenter la machine économique qui tue progressivement le vivant, parce que le vivant, pour se développer, il a besoin d'espace, il a besoin d'interaction, parce que tout ça, le vivant, il est interdépendant entre les différentes espèces végétales et animales. Et plus on va aller chercher ces matières premières, plus on dégrade en fait les conditions de sa vie, de sa régénération. Et donc, pour faire du régénératif, il faut faire des produits qui durent longtemps. Arrêter d'en fabriquer en permanence des nouveaux, mais faire durer le plus possible ceux qui existent. Et donc, l'un des leviers que les entreprises vont utiliser demain pour tendre vers ce modèle-là, c'est d'accepter de ne plus vendre leurs produits, mais de vendre l'usage de leurs produits. Et donc, de rester propriétaire de leurs produits pour que les produits durent très, très, très longtemps. Parce que la commercialisation, la création de valeur économique se fera par l'allocation de ces produits par les utilisateurs potentiels. Et donc là, c'est une nouvelle façon de concevoir. Est-ce que vous avez des exemples précis ? Voilà, bien sûr. Donc des exemples, il commence à en avoir plein maintenant, d'entreprises qui adoptent ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, qui est une des bases du régénératif. Donc je vais vous donner un petit exemple d'une boîte là, qui est en train d'émerger, là, qui fabrique des scooters électriques, ça s'appelle Mobion. Et d'habitude, un scooter électrique, c'est avec les règles comptables d'aujourd'hui, les entreprises qui les vendent, ils les vendent pour que ça dure 4-5 ans, et puis après, on les met à la poubelle, puis on en fabrique d'autres. Bon, ça, c'est pas vraiment régène. Donc, l'objectif, c'est de faire des scooters qui, potentiellement, peuvent durer 50 ans. Voilà, donc du coup, on ne va pas les construire de la même manière, on va un peu surdimensionner tout un tas d'éléments du scooter, et puis surtout, ils vont être ultra réparables, au cas où, parce qu'en fait, en 50 ans, il peut y avoir quelques petits accidents de la vie, quoi. Et ça, ce modèle-là, il est ultra durable. Pourquoi ? Parce que d'abord, on va vendre l'usage du scooter et pas le scooter lui-même, et puis, in fine, comme il reste la propriété de l'industriel, il va mieux comprendre comment recycler, in fine, les éléments constitutifs pour éviter d'aller devoir taper dans les économies extractives qui participent à la destruction du vivant. Donc, la logique, finalement, de l'économie de demain, ça sera de pouvoir jouir de tout, mais sans forcément tout posséder. Et ça, c'est une nouvelle forme de liberté, quelque part. Et donc, ce n'est pas du tout le retour aux temps anciens, au Moyen-Âge, de se retourner, comme je dis souvent, aux dentistes des années 80 ou aux machines des années 30. Non, on va pouvoir continuer d'utiliser le meilleur de ce que la technologie nous a apporté, mais avec plus de mutualisation. Donc, il faut qu'on intensifie l'usage des objets du quotidien. Parce que quand on regarde froidement à quel pourcentage d'utilisation on utilise des objets du quotidien, c'est affligeant de petitesse. Donc la voiture, c'est à peu 4% du temps. Les bâtiments, c'est entre 20 et 25% du temps. Les objets du quotidien, il y a eu d'ailleurs une enquête très, très amusante qui a consisté il y a quelques années. Ils ont pris plusieurs familles et ils leur ont demandé à ces familles, donc sur plusieurs continents, au Mexique, aux États-Unis, en France, au Canada, de sortir tout ce qu'ils avaient chez eux. Mais tout. Le coton-tige, tout, enfin, que les trucs, et de tout mettre devant la maison. Et puis ensuite, ils ont demandé aux familles de classer en 3 tas. Le premier tas, des objets du quotidien qu'on utilise tous les jours, donc au quotidien, des objets qu'on utilise de temps en temps, et puis tout ce qu'on n'utilise jamais. Il y a Pareto qui s'applique aussi pour ça, donc il y a 80% des trucs qu'on a chez nous qu'on n'utilise jamais. Mais tout ça, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, qui participent à la destruction du monde. Et donc, on s'est dit, finalement, il va falloir qu'on fasse émerger un nouvel imaginaire que, l'accumulation, c'est pas ça qui est heureux. Ce qui est heureux, c'est l'utilisation quand on en a besoin. Et donc, ce nouvel imaginaire, il va falloir le faire émerger pour que les entreprises qui sont à visée régénérative et qui vendent de l'usage
puissent vivre dignement de leur nouveau On business. pourra l'évoquer Voilà. de nouveau dans notre débat. Thomas, pour clore cette séquence, donc à t'écouter, la situation est assez critique pour nos entreprises. Nos invités viennent de nous donner des exemples optimistes, fort heureusement. Est-ce que toi, tu peux nous en partager un peut-être? Je pense surtout peut-être avec Elisabeth lui proposer d'évoquer des cas d'entreprises qui ont vraiment appliqué l'économie de la fonctionnalité. Il y en a beaucoup, je pense à des Kiloutou, à des Elis, à plus récemment des Michelin. Est-ce que tu as des exemples à partager? Ah, mais il y a beaucoup d'exemples. Peut-être pour revenir juste sur le concept, moi c'est vrai que je vais jouer le rôle de la circonspecte dans cette table ronde, je pense, parce que depuis 30 ans que j'ai créé Utopie, les termes qu'on désigne, qu'on utilise pour désigner ce dont on parle et ce sur quoi il faut que les entreprises travaillent, qui a été évoqué par Fabrice et Antoine, changent. Et ça change tous les ans, tous les 2 ans. Après, on a des retours parfois. Bon, c'est l'histoire. Donc moi, quand j'ai commencé, on parlait de citoyenneté. Ensuite, on est revenu de Rio, on a parlé de développement durable. Ensuite, on s'est mis à parler de RSE et de SG. Ensuite, on s'est mis à parler... Et puis, il y a d'autres termes qui arrivent. Dans ce qu'a dit Fabrice, il y en avait pas mal. Hein, la fonctionnalité, la mutualisation. Chaque sujet est un concept et un monde en soi. Après, on a parlé d'impact plus récemment. Et voici donc venir le régénératif. Alors, ce qui est intéressant c'est de se poser la question sur ce qu'apportent les mots. Pourquoi on change de terme. Chaque terme a le mérite de mettre en lumière un aspect particulier qui peut orienter les efforts des entreprises. Ça a été dit, le régénératif, pour moi, il amène notamment 2 idées importantes. La première idée, c'est que être moins mauvais, ça ne va pas suffire, c'est-à-dire réduire les impacts négatifs, ça ne suffit pas. Mais je vais revenir là-dessus, parce que dans la plupart des entreprises, ça n'est pas encore fait. Et donc, je comprends que ça soit très sympa d'aller chercher un récit positif sur l'impact positif, justement, et la symbiose avec le monde, le vivant, mais juste, c'est pas du tout ça la réalité. Et le gros du travail à faire, il est encore sur la réduction des impacts négatifs. Donc, je vais y revenir. Donc là, cette idée-là. Et l'autre idée qui est évidemment vertueuse, c'est l'idée du biomimétisme. C'est-à-dire que finalement, pour que les systèmes humains et les activités humaines respectent mieux le vivant, il faudrait qu'on s'astreigne à se fixer les mêmes règles, à respecter les règles du vivant, les règles qui font que dans la nature, une espèce vivante ou un écosystème qui ne respecte pas les lois du vivant étouffe et meurt. Et c'est ce qui risque d'arriver à nos activités, on en reparlera peut-être. Donc il y a ces 2 messages importants. Pour autant, et j'insiste là-dessus, le langage n'est pas performatif. C'est-à-dire, c'est pas parce que tout le monde se met à dire « je suis régénératif », voire « je suis à visée régénérative », parce qu'on est passé de l'agriculture régénératrice, dont on reparlera peut-être, à l'entreprise régénérative, à l'économie régénérative, au leadership régénératif, au management régénératif, au luxe régénératif, tout ça n'étant absolument pas défini, d'accord ? Et donc, on a besoin de nouveaux récits pour se donner de l'élan, parce que, a fortiori, des gens comme nous, quand on travaille depuis plusieurs décennies là-dessus, on a besoin aussi de nouveaux récits pour rebooster un peu l'énergie. En revanche, la frontière de ça, c'est le blabla, en fait. Et sur le régénératif, de mon point de vue, on n'en est pas loin. Pour autant, ce que tu disais, ce que disait Fabrice, ce que disait Antoine est vrai. Il y a plein d'exemples, mais qui sont des exemples qu'on donnait déjà il y a 20 ans, qu'on donnait déjà il y a 10 ans. Des entreprises qui font de l'écologie industrielle, donc qui s'inspirent du vivant pour essayer de valoriser, d'utiliser comme ressource leurs propres déchets ou les déchets d'autres espèces à côté, entre guillemets, espèces, c'est-à-dire qui peuvent être d'autres industries, d'autres entreprises. Ça existe, malheureusement pas autant que ça, mais on en a par exemple dans la communauté Bicorp. Je pense à une entreprise autrichienne qui s'appelle Ostrocel, qui est une entreprise centenaire, qui fait de la pâte à papier et qui s'est dit pendant le Covid, après un changement d'actionnaire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux valoriser mes coproduits. Donc, ils ont des bouts à l'issue du process de production de pâtes. Il leur reste de l'écorce de bois, etc. Et ils ont monté une centrale de cogénération qui produit de la chaleur et de l'électricité qui vendent à la ville voisine, qui fournit quasiment l'électricité de la ville. Il y a 20 000 personnes. Ils ont monté maintenant une usine de production de biocarburants qui produit... Bon, voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais est-ce qu'on a besoin d'appeler ça régénératif ? Je ne suis pas sûre, parce qu'avant, on appelait ça écologie industrielle et ça marchait bien aussi. Et donc, mon point, c'est vraiment, j'adore les mots, j'adore la poésie, mais justement, parce que j'adore les mots, je pense qu'il faut faire attention. Je ne suis pas contre le fait qu'on l'utilise. Je suis assez pour le fait qu'on dise rapidement... il faut mettre des choses concrètes derrière. Oui, parce que ce soit cosmétique. Et surtout, il ne faut pas faire genre, non mais c'est bon, la RSE Ouais. a vécu, maintenant on fait tous du régénératif, sauf que la plupart des boîtes ne font pas encore la RSE, y compris sur des sujets comme l'écologie Donc c'est industrielle, bien, la ça fait fonctionnalité, une belle etc. amorce pour notre débat. Allez, c'est l'heure du top et flop